moi je vais aborder le problème selon l'analyse géopolitique. L'analyse géopolitique, c'est l'étude des rapports de force territoriaux. Je précise, parce que souvent on met la géopolitique à toutes les sauces, mais il y a le mot géo dedans. C'est-à-dire, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur le territoire. Alors par exemple, petit aparté, par exemple, pour ceux qui écoutent M. Bernard Guetta à France Inter le matin dans sa chronique géopolitique, ce n'est pas de la géopolitique, c'est de l'idéologie eurofédéraliste. Parce qu'il ne prend pas en compte le territoire. Il n'y a pas de géopolitique sans analyse territoriale. Mais territoriale, ça ne veut pas dire forcément le territoire tel qu'il existe réellement. C'est aussi l'idée qu'on se fait du territoire, les représentations, le territoire imaginé. Et c'est pour ça qu'il y a des États, des groupements humains qui revendiquent des territoires parce qu'ils pensent encore aux territoires qu'ils ont perdus dans l'histoire et qu'ils veulent retrouver. Et donc c'est un mélange de rationalité et d'irrationalité. Alors, la question du Proche et Moyen-Orient, pourquoi je l'appelle l'émergence d'une nouvelle ère géopolitique mondiale? Parce que je pense que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est représentatif du nouveau monde qui apparaît. Un nouveau monde plus géopolitique, où les idéologies sont toujours présentes, mais beaucoup plus diverses, parce que c'est le monde multipolaire, où différentes puissances qui sont éparpillées à la surface du globe prônent des idéologies différentes, et cherchent à se protéger ou obtenir plus de puissance par la maîtrise du territoire à partir de leur centre historique. Donc je dirais, on revient en quelque sorte au XIXe siècle. J'insiste sur cette question parce que je pense que malheureusement pour l'instant, beaucoup d'États européens et l'idéologie de l'Union européenne sur la question des valeurs, de défendre les valeurs de l'Europe et d'exporter la démocratie européenne, dont elle donne elle-même sa propre définition, ce paradigme est mort. C'est terminé. Nous sommes dans un nouveau monde et ça ne se fonctionnera plus. Il faut s'adapter au nouveau monde et agir en conséquence. Et donc, l'émergence d'une nouvelle ère géopolitique mondiale, je disais, on revient un petit peu au XIXe siècle. Alors c'est encore pire en fait. Parce qu'au XIXe siècle, effectivement, le contrôle du territoire était important. Ça le redevient aujourd'hui. On voit le contrôle du territoire entre les différentes forces au Moyen-Orient, mais aussi la question ukrainienne, qui est typiquement une question géopolitique, le contrôle de territoire stratégique. Et c'est encore pire parce que non seulement nous avons le contrôle, la rivalité sur le territoire, la rivalité sur les espaces maritimes, la rivalité dans l'espace, et la rivalité sur un autre territoire qui émerge, c'est le cyber-territoire, la cyber-géopolitique qui est aussi un territoire. Donc ça devient extrêmement compliqué. Donc un bilan en géopolitique, pour avoir un diagnostic de la situation, il faut passer par le bilan. Et trop souvent, malheureusement, les États européens actuels et au niveau des institutions, on essaye de cacher sous le tapis les erreurs passées en disant non, non, on avait eu raison de faire ceci ou cela, mais en réalité, on a fait énormément d'erreurs parce qu'on n'a pas compris que les paradigmes avaient changé dans le nouveau monde qui émerge. À quoi on assiste aujourd'hui? Une explosion des frontières issues des équilibres géopolitiques du XXe siècle. C'est le cas en Ukraine et c'est le cas au Moyen-Orient. Les frontières issues des accords de Sykes-Picot c'est du passé. Donc, et on n'y reviendra plus. Donc nous sommes dans un monde en décomposition et recomposition territoriale. Donc le changement de frontières fait partie des stratégies et fera partie des futurs changements à l'avenir. Et ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui est dangereux, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, risque un jour de nous arriver en Europe aussi. En Europe aussi, pour diverses raisons. Donc explosion des frontières. Alors le chaos engendré qu'on voit actuellement, il faut quand même répéter que c'est le chaos engendré par ce qu'on appelle l'idéologie euro-atlantiste, avec les changements de régime qui ont été soutenus par les États-Unis, certains États européens, et malheureusement, au niveau de l'Union européenne, le soutien aux révolutions arabes. Il y a une erreur tactique, selon moi, du soutien aux révolutions arabes, qui ont été soutenues par ce que j'appelle l'idéologie mondialiste. C'est-à-dire
de penser que l'État-nation est quelque chose du passé, que les groupements humains vont plutôt se rassembler autour de grands principes, théorie du genre, libéralisme, démocratie, alors qu'en réalité, ce qui se passe dans les révolutions arabes, on a cru qu'on pouvait justement mondialiser les pays arabes, eh bien, c'est une catastrophe totale parce qu'on détruit des États-nations qui étaient en construction, laïques, plus proches de nous, et qu'est-ce qu'on a? Des idéologies islamistes transnationales. Alors, ça convient peut-être aux États-Unis ou aux mondialistes libéraux, parce que tant qu'ils font du commerce, c'est bien, mais pour nos intérêts de nation en Europe, c'est contre nos intérêts. Par exemple, la France, hein, en tant que Français, je me permets de critiquer violemment la politique de mon gouvernement. On avait une politique arabe d'inspiration gaullienne, d'équilibre entre les États-nations, de soutien aux États-nations sur le modèle français issu de la Révolution française. En ce moment, on a une politique islamiste, une politique islamique. Quand M. Fabius disait encore à France Inter il y a 6 mois, nous soutenons les modérés en Syrie, et de mes informations des services secrets, il y a 2 tiers de modérés, 1 tiers d'islamistes, c'est un mensonge. Et pourquoi Bachar el-Assad perd du terrain aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une alliance entre islamistes et modérés. Et personne, tout le monde se tait ici, on n'entend plus parler de ça. Donc c'est une erreur fondamentale. C'est même, je dirais, une trahison de notre politique traditionnelle de la France gaulliste. Ensuite, nouvel État islamique, c'est largement le résultat de la guerre en Irak et soutien des Européens, Américains et États sunnites à l'opposition islamiste en Syrie, je viens de le répéter, avec des alliances contre nature pour nos intérêts, Qatar, Arabie Saoudite, à qui on vend des rafales par exemple en France en pensant que c'est bien pour l'industrie de l'armement, alors que ce sont des États qui font du prosélytisme islamiste chez nous. Voilà, alors je l'ai exprimé sur une carte. Le drame pour l'Europe, c'est que l'Europe est coincée entre 2 arcs de crise. L'arc de crise sud, avec les révolutions arabes par effet domino, qui ont été largement... il y avait un terreau favorable, évidemment, parce que si on remonte encore plus loin, on parle oui, c'est un problème de gouvernance démocratique. Il fallait y penser avant, parce que dans ces États qui étaient des États-nations plus proches des États européens auparavant, d'inspiration laïque et socialiste, il faut le répéter, eh bien, nous les avons détruits par notre libéralisme. C'est-à-dire, on était bien content d'ouvrir les frontières, de faire du commerce, tant que l'argent des élites mondialisées de Tunisie, du Maroc, de Syrie, ça aboutissait dans nos bourgs. Voilà le résultat. Donc, il n'y a pas de classes moyennes qui ont émergé, et donc on n'a pas favorisé au moment qu'il fallait l'émergence d'une gouvernance. Mais par libéralisme laissé faire, voilà le résultat. Et on a aggravé les choses. Parce que les révolutions arabes, lorsque les États débutaient, on ne parle jamais des fondations Soros et compagnie qui ont mis de l'huile sur le feu, qui ont manipulé. On sait très bien qu'en Égypte, les révolutionnaires ont été formés par Otpor, ceux qui ont fait les révolutions de couleur en Yougoslavie. Pourquoi on ne le dit jamais ici? Par qui? Otpor. Il n'y a pas de débat pour l'instant. Alors ensuite, il y a cet arc de crise qui s'aggrave avec les États qui s'éloignent de notre modèle, et on a en plus fait l'erreur de créer de nouvelles fractures à l'Est, parce que les 2 théâtres sont liés, les 2 théâtres, l'arc de sud, l'arc de crise sud et l'arc de crise est. C'est-à-dire, par le soutien des États-Unis et des Européens aux révolutions arabes, on renforce le soupçon de la Russie, mais aussi des pays d'Asie centrale. Il faut aussi, quand vous discutez avec des représentants des pays d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, mais aussi des Chinois, ils disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans l'arc de sud ?» Parce que cet arc de sud, avec l'effet domino, risque de déstabiliser le Caucase, l'Asie centrale, et là on touche à l'arc de crise provoqué par la chute de l'URSS et la politique de la Russie qui est de rester un État géopolitique fort, et par notre soutien, notre politique de déstabilisation par des changements de régime à répétition, Irak avec cette guerre catastrophique en Irak, la guerre en Libye qui est une catastrophe stratégique
aussi, et le soutien aux soi-disant modérés en Syrie, qui en fait où les armes tombent dans les mains des islamistes, on renforce cette arc de crise qui menace aussi la déstabilisation de tout le continent eurasien, et on se coupe en plus une alliance qui serait profitable avec la Russie et les pays d'Asie centrale, et de coopération avec la Chine à l'avenir pour faire face à toutes ces déstabilisations sur le principe de la souveraineté des États et de maintenir les frontières, parce que, quoi que l'on dise, c'est sur les Occidentaux qui ont changé les frontières. Après la chute de la guerre froide, chute de l'URSS, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, et donc maintenant, on ne va pas reprocher par exemple à certains États de vouloir retrouver leur territoire traditionnel. Par exemple, je pense à la crise ukrainienne, où on a une politique catastrophique, parce qu'on crée un nouveau clivage avec la Russie alors qu'on devrait être alliés dans cette question de l'arc sud. Et ça, c'est le résultat de nos propres politiques, et il faudrait le dire aussi. Alors, j'ai fait une carte aussi avec la menace issue du Moyen-Orient actuel. C'est évidemment, il y a une rivalité entre les puissances arabes et asiatiques qui s'appuient aussi sur les forces islamistes. Il y a le prosélytisme islamiste qui est issu des pays du Golfe, notamment d'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, dans cette lutte contre l'État islamique, on est en alliance avec la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui eux-mêmes déstabilisent toute la région, sous leadership des États-Unis, qui eux-mêmes ont soutenu toujours les groupes islamistes dans toute leur politique étrangère, y compris pendant la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on devrait s'aligner avec les États-Unis dans leur politique. Mais c'est effarant d'absurdité. L'Europe devrait avoir une politique autonome, souveraine, et pas d'alliance avec les États-Unis, qui ont toujours eu intérêt à déstabiliser l'arc sud, le Moyen-Orient, parce que leur vrai objectif, c'est pas de combattre l'islamisme, c'est de faire tomber des États-nations arabes forts comme Saddam Hussein, comme la Syrie, comme Arafat à l'époque, qui eux, en maintenant une cohésion nationale entre les différentes ethnies et les religions, pouvaient être des États forts qui mettent en danger l'unipolarisme, l'idéologie unipolaire de l'Occident et des États-Unis. C'est ça la vérité. Et évidemment, le retour des djihadistes de toutes ces régions menace autant l'Union européenne que la Russie, que les pays d'Asie centrale, que la Chine. Donc notre intérêt, c'est d'avoir une politique eurasienne de rapprochement avec la Russie, avec les pays d'Asie centrale, pour faire face à ces déstabilisations au sud. Donc voilà, mon intervention était sur les intérêts de l'Union européenne. Alors, les intérêts européens, conclusion. Donc je l'ai dit, nouvelle politique d'alliance eurasienne pour contrer la menace issue de l'arc de crise au sud. En Europe, stopper le prosélytisme islamiste avec l'immigration incontrôlée, parce que quand vous aurez l'État islamique qui s'installe pour longtemps, parce que personne ne pourra le déloger, ils vont évidemment manipuler nos minorités mal assimilées chez nous, alors qu'on adopte un modèle démocratiste d'inspiration anglo-saxonne, communautariste, qui est une catastrophe. Et finalement, le plus important, c'est que cette idéologie d'exportation de la démocratie qui ne fonctionne pas, et d'ailleurs nous-mêmes, entre États européens, on a des modèles différents et des démocraties différentes, ce paradigme est mort. Il faut s'adapter au nouveau monde qui est un monde d'équilibre des rapports de force. Et donc on devrait soutenir les régimes d'inspiration laïque, nationalistes et gaullistes. Je dis bien nationalistes parce que nous assistons aussi à on parle souvent du clash des civilisations, mais il y a un élément qu'on oublie, on assiste à une lutte entre mondialistes et nationalistes. Et l'Europe, malheureusement, s'est alignée dans cette idéologie mondialiste, alors que l'Europe, pour réussir, ne peut être qu'une alliance d'États-nations forts, telle que De Gaulle l'avait imaginé. Voilà. Bien, Emmanuel. À la fin de l'année universitaire, ta passion monte